François Hollande, s'il est élu, promet le droit au mariage et à l'adoption aux couples homosexuels. Qu'en pense le chrétien Claude Lise? Écoutez, il y a les positions personnelles. Bon, je ne vais pas vous développer ce qui relève de mes convictions personnelles. Je parle en tant qu'élu. En tant qu'élu, je respecte les droits de tous les citoyens à partir du moment où ces droits ne mettent pas en cause les droits des autres citoyens. Je suis pour une forme de tolérance vis-à-vis de toutes les convictions. Encore une fois, dès que ces convictions ne portent pas atteinte à la démocratie, ne portent pas atteinte, disons, à la société, enfin à la vie en société. Et par conséquent, moi je pense que, effectivement, ceux qui ont la conviction qu'ils doivent former ce type de couple, il faut qu'on leur donne la possibilité de réaliser leur mode de vie dans le respect du mode de vie des autres. Ils n'obligent personne à faire autrement. Et nous devons simplement leur permettre de vivre comme ils l'entendent. C'est une position d'élu, vous comprenez, dans une république laïque. Moi, je n'impose pas mes convictions, y compris mes convictions religieuses, à qui que ce soit. Le docteur Claude Lise est-il favorable à l'euthanasie? Alors, vous savez, ce terme est toujours un terme qui choque, qui effraie. Moi, je dirais que je suis pour permettre à chaque individu de mourir de la dignité. Alors, l'euthanasie, c'est pas simplement permettre que, qu'on fasse mourir les gens parce qu'ils ont une maladie incurable, etc., ou simplement qu'ils le demandent. Il faut beaucoup de garanties. Il y a déjà des textes qui existent, mais je pense que les textes qui existent actuellement méritent d'être améliorés. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour que ceux qui veulent mourir dans des conditions où leur dignité est respectée puissent le faire, mais il faut éviter tous les dérapages, évidemment, de textes qui sont rédigés de manière un petit peu sommaire. Par conséquent, je suis pour qu'on revienne sur les textes actuels, qu'on les travaille, mais ceci doit être fait dans la plus grande concertation avec tous ceux qui sont compétents dans ces domaines-là, et en toute hypothèse, l'accompagnement de la mort dans les conditions de dignité pour tous, ça doit se faire dans un cadre très réglementé, avec beaucoup de garanties pour éviter tout dérapage. Le PS est divisé sur le cannabis. C'est vrai que la manière de lutter contre la drogue a échoué. Mais de là à vouloir légaliser la consommation du cannabis, c'est étonnant. Moi, je ne suis pas pour une simple légalisation, parce que ce serait peut-être un signal de dire, bon, mais ça n'a aucune importance, c'est banal, il ne faut pas banaliser. Mais c'est vrai aussi que l'interdiction et la répression pure et simple se sont avérés tout à fait impuissants à régler le problème. Donc il faut trouver les moyens de permettre à ceux qui sont dépendants, ou à ceux qui ont commencé une consommation, de pouvoir se désintoxiquer, disons, sortir de la dépendance ou éviter de tomber dans la dépendance sans être soumis dès le départ à une sorte de diabolisation. Si vous voulez, ce qu'il faut éviter, c'est le côté diabolisation et répression pure et simple. Mais pour autant, il ne s'agit pas de dire, bon, tout est possible, tout est banal. Donc moi je suis pour, là aussi, qu'on révise les textes, que les textes ne soient pas aussi répressifs qu'aujourd'hui, qu'on fasse la part des choses entre la répression nécessaire. Là, c'est surtout sous les trafiquants. Il faut tout faire pour cela. Tout faire aussi pour enlever tous les éléments de désespérance qui poussent les gens à consommer des drogues de toute nature, à aller vers toutes les formes de paradis artificiels. Et ça, c'est tous les problèmes de notre société. Vous savez, quand vous améliorez les conditions de travail, les conditions de logement, les conditions de vie d'une manière générale, vous faites de la prévention. Donc, je suis pour beaucoup de prévention, je suis pour peu de répression a priori, mais répression des trafiquants, oui. Mais les victimes, les comprendre, les aider, les accompagner,
et non les diaboliser. Alors vous voyez qu'il n'y a pas de solution simple, malheureusement. Un texte, quel qu'il soit, ne va pas résoudre ce problème. Il faut des approches multidisciplinaires et il faut des approches complexes à ce phénomène qui est un phénomène complexe. De l'extérieur, le RDM donne l'impression d'être un rassemblement d'élus, mais quel est le socle du RDM? Non, je crois que ce qui est arrivé au RDM, c'est qu'au départ, un certain nombre d'élus divers gauche sont venus et ont proposé de faire partie de cette formation, qui est une formation très démocratique, très ouverte, qui ne prétend pas régenter ni les élus ni les militants comme le font certains partis. Nous avons voulu créer un parti à la fois très ouvert, c'est un rassemblement, mais c'est un rassemblement autour de valeurs et autour d'une certaine idée de la politique et une certaine idée de ce qu'il faut faire pour la Martinique. Alors, bien sûr, nous avons dit à ces divers gauches qu'il fallait qu'ils adhèrent aux idées, aux valeurs et aux projets du RDM. Alors, je pense que certains sont venus plus parce que le secrétaire général du RDM était le président du conseil général, donc ils sont venus sur un malentendu. Ceux qui sont venus sur un malentendu, on les a vus partir. Ceux qui sont vraiment sur les bases du RDM, ils sont restés, ils vont rester. Je pense que les choses se sont décantées, mais en toute hypothèse, un parti politique ne mesure pas son impact, sa force au nombre de ses élus. Je crois que ce qui compte, c'est avant tout le nombre de militants, et puis le nombre de sympathisants, et puis le nombre d'électeurs qui soutiennent par la suite. Et je peux vous dire que nous avons un socle de militants, même si là aussi, après certains échecs récents que nous avons connus, nous avons vu les militants qui n'étaient pas des militants véritablement convaincus faire comme certains élus sont partis, mais nous avons actuellement des adhésions. Nous assistons à une vague d'adhésion parce que je pense que beaucoup de Martiniquais se rendent compte que nous sommes dans une période de grande difficulté, que le pays est menacé sur le plan économique et social d'un désastre. Nous sommes dans une situation aujourd'hui, vous avez près de 61, même un peu plus de 61% de nos jeunes de 15 à 25 ans qui sont au chômage, même des diplômés. Et la situation économique et sociale est gravissime, mais nous avons une situation politique qui est gravissime également, puisque jamais dans l'histoire de la Martinique, nous n'avons assisté à une telle mainmise d'un clan sur l'ensemble des leviers de décision ici à la Martinique, un clan qui se comporte comme un rassemblement hétéroclite d'intérêts particuliers, coalition d'intérêts, qui se distribue des postes et qui montre son incapacité, alors même que ce clan est arrivé pratiquement à tenir la Martinique, enfin tous les leviers locaux de pouvoir à la Martinique, son incapacité à transformer la situation, puisque ça va de mal en pis. Donc nous sommes devant cette situation qui est extrêmement préoccupante et il est clair que beaucoup de Martiniquais aujourd'hui cherchent à s'engager et nous voyons des gens qui n'avaient jamais fait de politique au sens de politique militante, qui viennent, qui nous demandent un minimum de formation, qui nous disent « nous voulons nous engager ». Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut dire que le RDM a un peu rétréci au lavage, j'ai envie de dire, mais c'était un lavage nécessaire. J'estime que les péripéties électorales récentes, ou d'ailleurs les échecs que nous avons connus ne sont pas des échecs dus à un rejet du peuple, mais à des combinaisons, à des magouilles d'élus, je parle des sénatoriales ou de la perte de la présidence du Conseil général, eh bien, ces péripéties n'ont pas du tout découragé l'arrivée de nouveaux militants, mais ces événements-là nous ont permis, en quelque sorte, d'être débarrassés, j'ai envie de dire, de ceux qui étaient là, en fait, pour des raisons qui n'étaient pas des raisons valables, ceux qui étaient là parce que nous avions des postes qu'il estimait être des postes de pouvoir. Ça veut dire que c'était des gens qui étaient là par opportunisme.
eh ben, je crois que finalement, le RDM aujourd'hui est un parti qui sait sur quel élu compter et qui sait sur quel militant compter. Et comme je vous l'ai dit, en ce moment, je sens un regain, d'abord d'adhésion, mais un regain d'activité. Et la base du parti est une base qui est extrêmement active en ce moment, qu'on va voir à l'œuvre au cours des législatives, pour porter nos candidats, mais porter aussi nos alliés, et surtout préparer les grandes batailles de 2014. Au Conseil général, quelles ont été vos 3 plus grandes orientations pendant votre mandature? Eh bien, pendant mes 19 ans de présidence, il y a eu une grande orientation sur le plan social, qui est le cœur de métier du Conseil général, qui a été aller au-delà des obligations légales. Et ça nous a amené à prendre toute une série d'initiatives, à nous lancer dans l'innovation. Par exemple, au début de ma mandature, dans les années 92, nous avons développé la téléassistance. Nous étions parmi les quelques départements de France à développer ce service aux personnes âgées isolées, et en plus avec une prise en charge financière pour les plus démunis ou enfin, les personnes ayant des revenus modestes. Et nous avons été un exemple en la matière, mais nous avons développé beaucoup d'éléments d'accompagnement. Donc on a eu une politique sociale très forte avec beaucoup d'innovations, par exemple les familles d'accueil que nous avons mises en place comme substitut à la prise en charge en établissement, etc., etc. Donc ça a été une grande orientation, aller au-delà des obligations légales en matière sociale. Ensuite, il y a eu une volonté de participer au développement économique, même si ce n'était pas, bien sûr, une compétence officielle du Conseil général, mais de par ses compétences très diverses, du fait que le Conseil général a vocation à être le principal donneur d'ordre, puisque son budget est beaucoup plus important que le budget des autres collectivités. C'est presque le double du budget de la région, d'une manière générale, tout au long des années. Donc, moi, j'ai voulu faire en sorte que nous soyons très présents pour équiper la Martinique et pour faire travailler le bâtiment travaux publics. Et vous savez que pendant mes 19 ans de présidence, c'est plus de 2 milliards d'euros qui ont été consacrés à l'équipement de la Martinique en investissement. C'est énorme. Et par conséquent, ça a été une orientation importante. Et puis nous avons eu toute une série d'innovations également en matière technologique. C'est ainsi que nous sommes devenus un pôle d'excellence en matière d'études, de suivi, de prévention des catastrophes naturelles. Nous sommes reconnus pour ça. Nous avons des réseaux d'appareils de mesure, par exemple des accéléromètres. Nous donnons des données, même à des revues internationales. Et ça a permis, d'ailleurs, dans le cadre de partenariat que nous avons avec l'Institut de physique du globe de Paris et l'INSU, eh bien de mieux concevoir les équipements que nous mettons en place quand nous réalisons un port, quand nous réalisons un collège, quand nous réalisons des équipements quels qu'ils soient. Nous tenons compte de tout ce que nous recueillons comme données en matière de sismologie. Et nous sommes reconnus pour cela. Nous avons également développé une surveillance des crues. Et nous avons mis en place quelque chose qui s'appelle le service départemental d'alerte de crues, qui est reconnu, qui est un système qui permet de détecter des crues à environ 2 heures avant une crue, de modéliser la manière dont la crue va s'opérer. Nous pouvons offrir ça en 3D à tous les décideurs, y compris à nous-mêmes, et c'est un savoir-faire maintenant qui nous est demandé en coopération. Par exemple, depuis 2 ans, Haïti nous a demandé ça dans le cadre d'une coopération internationale. Et nous avons beaucoup d'autres éléments qui ont été primés. Ça a été primé d'ailleurs, ça a bénéficié d'un prix territorial. Nous avons mis au point aussi des systèmes particuliers de protection du littoral. Nous avons un système qui est breveté d'éléments de protection synthétiques, etc., etc. Nous avons réalisé une usine d'eau potable, l'usine de Vivet qui dessert le tiers de la Martinique en eau potable. C'est une filtration au 10e de micron.
c'est une technologie européenne, certes on n'a pas inventé cela, mais nous l'avons adapté au milieu tropical, et c'est la seule usine de toute la zone caribéenne, y compris la partie continentale américaine. Et par conséquent, vous voyez, je peux considérer que dans ce domaine, nous avons pris de l'avance par rapport à beaucoup d'autres. Nous avons installé en mer des houlographes, un marégraphe, et là aussi nous pouvons entrer en coopération avec les pays de la zone pour la détection des tsunamis, par exemple. Et le houlographe qui est dans le canal de Sainte-Lucie nous permet de la coopération avec Sainte-Lucie. Vous voyez, voilà des domaines où nous avons été dans l'innovation, et puis je vais encore prendre un autre, c'est le génie génétique. Nous avons développé dans notre station d'essai en culture irriguée de Sainte-Anne un système de transfert embryonnaire qui permet de faire naître des races pures, par exemple des limousins, des charolais, ici, portés par des utérus de Brahman. Là, nous sommes à la pointe de la technologie. Donc, vous voyez, puisque vous m'avez proposé 3 grandes directions, eh bien, il y a le social, l'innovation dans le social, il y a l'interventionnisme économique en utilisant nos compétences, et notamment en équipant la Martinique. Ça a été une grande orientation, et je vous ai dit plus de 2 milliards d'euros en 19 ans consacrés à ça. Et puis, nous avons développé beaucoup d'innovations en matière de technologie, et tout cela a permis de domicilier des savoir-faire, mais également de former des Martiniquais qui, aujourd'hui et demain, peuvent aller dans la zone Caraïbe, apporter leurs compétences, leur savoir-faire. C'est un élément puissant de développement pour demain, mais un élément de coopération dans la zone de coopération régionale extrêmement intéressant. Quelle illustration faites-vous de la coalition Ensemble pour une Martinique nouvelle? Je crois l'avoir déjà un peu qualifié. Pour moi, c'est une coalition d'intérêt particulier. Manifestement, le néo-PPM, ce que j'appelle le néo-PPM, parce que bien entendu, j'ai été pendant 28 années de ma vie un membre du PPM de Césaire, quand Césaire était à la tête du PPM réellement. Bon, je l'ai quitté quand on a mis Césaire à l'honorariat en 2005 au cours d'un congrès, et une prise de pouvoir de Serge Letchimy dans des conditions. J'espère qu'un jour l'histoire va porter à la connaissance de tous les Martiniquais. C'est vraiment une page sombre de l'histoire de la Martinique dont nous payons les conséquences. Aujourd'hui, eh bien, ce néo-PPM, pour prendre le pouvoir, a fait quoi? Eh bien, a attiré un certain nombre de satellites, de gens à qui on a proposé des postes. Donc, le leader du néo-PPM est devenu un grand distributeur de postes. Et c'est ainsi que s'est constitué, non pas un rassemblement. Nous, le RDM, nous avons voulu un rassemblement. Le RDM est un rassemblement de gens qui partagent des valeurs, des convictions. Et puis, le RDM se veut un ferment de rassemblement autour de lui. Mais là, le terme rassemblement ne convient pas. C'est une sorte d'assemblage. C'est du racolage fait à droite, à gauche, avec des assimilationnistes, des départementalistes, des indépendantistes, des autonomistes divers et variés. C'est vraiment un melting pot, quelque chose d'hétéroclite. Quel est le ciment? Le seul ciment, c'est l'intérêt particulier de chacun. Tous ceux qui courent là sont des gens qui courent, on peut dire, à la soupe politique. C'est comme si c'était une sorte de restaurant politique. Et ce n'est pas les restaurants du cœur, c'est les restaurants du portefeuille, en réalité. Et les gens courent à la soupe, et on assiste à des choses lamentables à l'heure actuelle, puisque certains, alors qu'il n'y a presque plus de soupe dans le Canari, eh bien, ils viennent pour quelques miettes. Donc, il y en a qui vendent leur âme, non pas pour un plat de lentilles, mais pour quelques lentilles. Et on a assisté à des choses lamentables lors des dernières élections, et ça continue pour les législatives. Et on s'aperçoit que le leader promet tellement que maintenant il est embarrassé avec les concurrences entre gens à qui il a promis un même poste. On le voit pour les législatives, dans le nord, dans le sud, sur le centre atlantique, un peu partout. Il y a maintenant confrontation de gens à l'intérieur de ce conglomérat hétéroclite, parce que il y a des gens qui découvrent qu'ils avaient eu des assurances, comme quoi on leur confierait tel poste, qu'ils seraient candidats aux législatives, par exemple, puis qu'en réalité on a promis la même chose à un autre ou à plusieurs autres. Et donc aujourd'hui, il y a des lézards qui
fissure à l'heure actuelle ce qu'on croyait être quelque chose de très puissant. Et je pense qu'on va assister, dans les 2 ans qui viennent, d'ici les échéances de 2014, on va assister certainement à une sorte de désagrégation de cet assemblage qui n'est relié en interne, qui n'est pas rien de vraiment sérieux. Quelle analyse portez-vous sur le projet social, logement et transport du Conseil général? Alors, le projet social du Conseil général, j'en ai dit un petit mot, le Conseil général a fait énormément sous notre mandature. Alors, à l'heure actuelle, bon, ce que je regrette, et je me contenterai de dire cela, c'est qu'on sent que, bon, le Conseil général, depuis le changement, il n'y a pas grand-chose qui s'y passe. On ne fait que continuer les actions qui avaient commencé. Quand vous voyez ce qu'on nous a présenté aux orientations budgétaires, bon, moi j'ai été obligé de souligner qu'il n'y avait aucune orientation. C'est que la poursuite de ce qui se fait déjà, mais avec moins d'innovation, avec moins de force. On a l'impression que le Conseil général c'est un électrocardiogramme plat, un électroencéphalogramme plat à l'heure actuelle. Les seuls mouvements qu'on détecte au Conseil général aujourd'hui, c'est des mouvements en interne au sein du personnel où on modifie les organigrammes, on fait bouger les gens, on supprime des contrats, on embauche des copains, etc. C'est assez lamentable et tout le monde en Martinique se rend compte que le Conseil général ne fonctionne plus. Mais il a des obligations sociales, donc il continue une politique sociale, bien sûr. Elle est, encore une fois, elle est ce qu'elle était, qu'on continue, mais sans aller plus loin, alors que nous essayons, année après année, d'aller plus loin dans l'accompagnement des Martiniquais quand on sait le douloureux problème social qui existe. Alors, sur le plan du logement, nous avons fait énormément. On était reconnus comme une collectivité départementale particulièrement engagée pour le logement. D'ailleurs, quand Serge Letchimy était au Conseil général, quand il y est entré en 92, j'avais créé pour lui, puisque c'est un secteur qui l'intéressait, j'avais créé pour lui une commission logement. Et on a fait beaucoup d'ailleurs à l'époque. Alors, au fil des années, vu les difficultés des collectivités territoriales, notamment des départements, et plus spécialement des départements d'outre-mer, et le nôtre en particulier, nous avions dû réduire le volume de crédit consacré, mais il est demeuré toujours important. Par exemple, quand on regarde l'ensemble des crédits consacrés au logement en 2010, eh bien c'est, en réalité, vous avez on a une quinzaine de millions entre investissements d'un côté et fonctionnement, on a entre près de 16 millions d'euros consacrés au logement. Et en investissement, c'est à peu près 9 millions. En 2010, en 2011, en investissement, c'est toujours 8 millions, et puis vous avez plusieurs millions en fonctionnement. Et brusquement, là, avec la nouvelle gouvernance, eh bien, vous voyez, c'est presque la moitié, il y a une réduction presque de moitié des crédits consacrés au logement. Et j'ai eu l'occasion de leur dire, mais augmenter même de 1 ou 2 millions, c'est pas ça qui va déséquilibrer votre budget. Et j'ai eu comme réponse d'un des PPM, M. Adjar, pour ne pas le nommer, que le logement, ce n'était pas un problème de crédit, ce qui est quand même extraordinaire, puisque j'ai le souvenir des demandes de Serge Letchimy quand il était président de la commission de logement, il demandait toujours plus de crédit. Bon, là, on me dit, mais non, ce n'est pas un problème de crédit, ce à quoi j'ai répondu, quand je demande ne serait-ce qu'un 1 ou 2 millions de plus, c'est parce que je pense notamment à la réhabilitation des logements. Vous avez en Martinique énormément de personnes âgées qui sont propriétaires de leur logement. Et il y en a plus de 15 à 20 000. Et souvent, ce sont des logements dégradés. Donc, un moyen de répondre au problème du logement, c'est, en dehors de construire des logements sociaux avec les sociétés HLM, bien entendu, c'est réhabiliter des logements qui sont dégradés, mais dont des Martiniquais sont propriétaires. Et notamment, je dis, beaucoup de personnes âgées. Nous avons une proportion de personnes âgées propriétaires infiniment plus importante que dans l'Hexagone. Eh bien, il faut savoir que quand le Conseil général met 1 million, ça sert de levier
par rapport à ce que l'État doit mettre en face, hein, et d'autres intervenants pour pratiquement la réhabilitation de 100 logements. Donc quand je demande 1 ou 2 millions de plus, ça veut dire que c'est 100 à 200 logements réhabilités de plus. Ce n'est pas rien. Et donc la réponse qui m'a été faite montre une incompétence dans ce domaine-là, ou un désengagement par rapport à ce qu'on prétend tous les jours aider les personnes âgées, notamment. Mais en dehors du soutien aux personnes âgées, il faut savoir que la réhabilitation, travaillé plus de 400 entreprises du BTP qui se consacrent beaucoup, ce sont des petites et moyennes entreprises, se consacrent beaucoup à ce type de petites opérations. Donc vous voyez, c'est aussi de l'activité économique, hein, c'est le moyen de sauver beaucoup d'emplois, parce que beaucoup de ces entreprises sont en train de péricliter et de tomber en liquidation, hein, qui est très grave, hein, sur le plan du tissu économique, sur le plan de l'emploi. Donc c'est pour nous, non seulement intervenant en réhabilitation, rendre un service dans ce domaine du logement social, et notamment un service aux personnes âgées, mais c'est également contribuer à l'économie et au sauvetage et même à la création d'emplois. Qu'en pensez-vous de la présidente Josette Manin? Écoutez, bon, moi sur un plan personnel, nous avons toujours eu de bonnes relations. Je signale qu'elle a fait partie jusqu'à un mois avant le changement de présidence de ma majorité et qu'elle soutenait tout ce que nous avons fait, qu'elle a même eu des responsabilités à certains moments. Bon, elle a eu un moment d'absence pendant 1 ou 2 ans pour des raisons de santé, mais aussi bien avant qu'après, elle a pleinement participé à ma majorité. Je pense qu'elle a été manipulée dans une sombre magouille politique qui s'est déroulée entre son patron de Bâtir, et le patron de Ensemble pour une Martinique Nouvelle. Et on a vu qu'il y a eu une sorte d'alliance, hein, mais qui semble n'avoir pas tenu, puisque déjà on voit des dissensions à propos des législatives. Mais je pense que dans un premier temps, elle a cru que ça allait lui donner une stature, et puis elle a découvert, que ce n'était pas si facile que ça, hein, de débarquer comme ça à la présidence, hein, et deuxièmement, qu'elle était, avec son premier vice-président, M. David Zobda, qu'elle était en réalité, qu'ils étaient tous les deux les otages du groupe Néo-PPM. Et ils sont soumis, je peux vous le dire, à un contrôle sévère de sorte de commissaires politiques qui tous les jours viennent contrôler ce qu'ils font. Et je sens bien que ça fait partie des éléments de paralysie du Conseil général aujourd'hui. Alors pour moi, c'est plus une victime, hein, je pense que, bon, elle est tombée dans un piège, bon, elle ne peut pas le dire. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, récemment, vous avez lu comme moi dans l'Offense Antilles, elle laisse entendre qu'elle est atteinte d'une certaine lassitude. Elle dit, bon, j'attends de finir mes 2 ans, et puis je vais en finir avec tout ça et avec la politique. Donc on sent quelqu'un qui est assez désabusé, mais qui évidemment va s'efforcer de tenir ses engagements pendant ces 2 ans-là. Et je pense qu'elle a dû se rendre compte qu'elle s'est fait manipuler en réalité. Moi je peux le dire, elle ne peut pas le dire évidemment. Quel regard portez-vous sur le projet économique que Serge Letchimy veut impulser à la région? Alors écoutez, lorsqu'il a annoncé, quelques mois après son accession à la présidence de la région en mars 2010, je crois que c'est en juin tout de suite qu'il a annoncé qu'il allait faire un grand plan de relance. Moi j'ai dit bravo, et à l'époque j'ai proposé que le Conseil général soit un partenaire. Et je lui ai expliqué à l'époque, rappelez-vous, hein, il y avait eu une grande messe à Madiana où il a présenté son projet. Je lui ai dit, au Conseil régional, vous avez des sommes disponibles. Parce que c'est vrai que le précédent président a laissé des sommes conséquentes, hein, pas le pactole que certains ont essayé de faire croire, mais il y avait quand même une situation qui permettait de s'engager dans un plan de relance. Ce qu'aurait fait d'ailleurs également, aussi bien le président Marie-Jeanne s'il avait été réélu, que Madeleine de Gondaison s'il avait été élue. Enfin, tous disaient qu'il faut faire un plan de relance dans la situation dramatique de la Martinique. Mais, je dis à Serge Letchimy, vous avez des moyens financiers. Le Conseil général, lui, a un volume très important de travaux.
prêts à démarrer, et à l'époque je parlais de plus de 59 millions de projets prêts, pour lesquels les études avaient été faites, quelquefois des marchés même avaient été passés, donc c'était des travaux qu'on pouvait lancer très vite, mais le Conseil général, lui, précisément à cause de sa politique sociale, des besoins sociaux qui absorbent de plus en plus de crédits et qui mettent tous les départements en difficulté, le Conseil général de la Martinique n'avait plus les moyens de lancer tous ces projets-là. Donc nous étions obligés d'étaler dans le temps. Je dis, un plan de relance, nous on va vous fournir des travaux prêts, bien ficelés, avec des services techniques que nous avons, que vous n'avez pas, des services techniques très puissants, reconnus, qui peuvent faire de la conduite d'opération. Autrement dit, nous vous offrons dans le panier un volume de travaux prêts à démarrer, des services techniques qui vont vous servir en ingénierie, en conduite d'opération. Nous allons mettre également une part de financement à la mesure de nos moyens, et vous, on vous demande surtout du financement. Si nous faisons ça ensemble, eh bien, vous avez un grand plan qui va démarrer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait marcher pendant plusieurs mois, il nous a fait réduire le volume de travaux en prétendant que, bon, une partie de ces travaux ne l'intéressait pas, ou bien qu'il n'était pas d'accord sur leur niveau de préparation, enfin on mettait en doute leur niveau de préparation. Il y a eu des débats au cours de multiples réunions. On est arrivé à un moment donné à se mettre d'accord au moins sur 30 millions de travaux du Conseil général. Et l'année 2010 est passée, 2011 a fini par passer, nous n'avons jamais pu donner corps à ce projet d'intervention conjointe. Ce qui explique que fin 2010, j'ai lancé une opération que j'ai intitulée un programme d'urgence de soutien aux petites entreprises et moyennes entreprises du BTP. Et j'ai lancé plus de 225 opérations dans toute la Martinique, des petites opérations, des opérations moyennes, qui ont permis le sauvetage de beaucoup de petites entreprises qui étaient au bord de la liquidation, qui étaient en grande difficulté. Ça a été reconnu. Au lieu de soutenir cela, ben ça a été combattu. Et lorsque j'ai quitté la présidence en avril 2011, on a même arrêté certains de ces chantiers au Conseil général. J'ai proposé à la nouvelle présidente et à la nouvelle gouvernance, c'est leur appellation, hein, j'ai proposé à cette nouvelle gouvernance de faire avec la région ce que je n'avais pas pu faire. Je lui ai dit, ben, vous êtes du même bord, vous faites partie d'Ensemble pour une Martinique nouvelle. Et bien maintenant, utilisez ce volume de travaux et puis faites de la relance. Parce qu'entre-temps, on ne voyait rien venir en matière de relance au Conseil régional. Et bien, jusqu'à présent, je n'ai pas vu l'ombre de la réalisation de ce partenariat efficace entre la région et le département. Et la région continue à faire des effets d'annonce. Ils s'imaginent qu'avec des sommes de l'ordre de 50 millions d'euros par an, on peut faire un plan de relance. Mais moi, je n'arrête pas de dire qu'en 2004, 2005, 2006, pendant 3 ans, j'avais pu dégager une moyenne de 50 millions d'euros de plus en investissement sur ces 3 années-là. C'est-à-dire que sur 2004, 2005, 2006, j'étais parvenu à dégager 150 millions d'euros, c'est-à-dire des sommes un peu comparables à ce qui nous est proposé en plan de relance à l'heure actuelle. Nous n'avons jamais, de notre évaluation, pu recueillir plus de 400 emplois créés avec notre petit plan de relance de l'époque, et nous étions très modestes, on n'a pas fait de bruit. Aujourd'hui, avec des sommes à peu près équivalentes, on nous promet 5000 emplois. Donc, effet d'annonce, manifestement une mauvaise connaissance de ce qu'est un plan de relance, et puis aussi beaucoup d'actions politiciennes, par exemple. Ce qu'on a voulu, c'est surtout mettre un petit peu en tutelle des municipalités. Donc on est allé voir des maires, on leur a proposé des partenariats avec la région, dans le cadre du plan de relance, sans se préoccuper de savoir si ces maires avaient les moyens, au niveau de leur budget municipal, de participer, puisque à partir du moment où vous dites partenariat, il faut une participation de celui qui est votre partenaire. Donc on nous a annoncé un partenariat avec pratiquement toutes les communes de l'île,
Mais comme la plupart sont en très grande difficulté, et bien vous avez énormément de choses qui sont restées comme ça, hein, sous le papier, qui sont restées en portefeuille, des tas de chantiers qui sont réduits à l'état d'annonce sous des panneaux. Hein, voilà. Donc, échec manifeste de ces plans de relance, parce qu'il y en a eu même après le premier un second, échec puisque, en réalité, comme vous le savez, encore en 2011, l'année 2011, a vu le chômage augmenter de près de 4%, hein, et le nombre d'entreprises en liquidation augmenter encore, et la situation devenir véritablement critique. Je vous signale que nous avons dépassé maintenant les 25% de taux de chômage, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un point qui dépasse ce qu'on a connu il y a plus de 10-15 ans. Hein, et c'est le signe même d'un échec de la politique qu'on nous a tant vanté de plan de relance à la région, échec aussi d'un vrai partenariat avec le Conseil général, puisque tout ce que nous notons dans ce partenariat, c'est une mise sous tutelle, en fait, du Conseil général. Autrement dit, Ensemble pour une Martinique Nouvelle et son leader ne sont que dans de la politique politicienne visant une prise de pouvoir, une hégémonie totale, sans véritablement projet consistant pour la Martinique, sans projet porteur véritablement d'avenir, alors que nous sommes devant une crise qui entraîne même de la désespérance, on peut le dire, notamment auprès de nos jeunes. Quel serait votre projet économique pour sortir la Martinique de sa crise latente? Alors, projet économique, mais il passe d'abord par une autre manière de gérer les collectivités locales. Il passe par une conception de la nouvelle collectivité unique qui soit d'abord une collectivité unique conçue comme un instrument démocratique. Et vous savez que l'une des batailles que je mène, c'est pour que l'on supprime la prime majoritaire qui risque de faire de cette collectivité unique une collectivité dans les mains d'un seul clan. Et si c'est le clan que je viens d'évoquer à plusieurs reprises et dont j'ai dénoncé les méfaits, eh bien nous allons à une catastrophe. Parce que le cadre est important. Il ne suffit pas d'avoir des objectifs, d'avoir des intentions les plus louables. Il faut un cadre qui vous permette de travailler dans de bonnes conditions. Nous avons voulu une collectivité unique, c'était pour être plus efficace qu'avec les deux collectivités travaillant séparément et se concurrençant. Et vous voyez que même avec une même majorité à la tête des deux, ça ne va toujours pas. Donc, il faut que cette collectivité unique soit un instrument démocratique. Sans démocratie, il n'y a pas de plan de développement qui tienne. Alors maintenant, avec un cadre efficace, il faut un projet porteur. Alors là, il faudrait que je vous décline nos positions dans une série de domaines. Alors, premièrement, il faut une action mais très forte sur l'emploi des jeunes. Et pour ça, on n'a pas le temps, bien entendu, de voir l'économie du pays se développer. Ça veut dire que nous sommes partisans d'un véritable plan Marshall pour les jeunes qui passe par des emplois aidés, mais pas des emplois aidés du type de ceux qu'on a connus que les jeunes maintenant refusent, puisque ça apparaît comme des éléments de précarité. Il faut que ce soit véritablement des emplois pratiquement réels dans l'économie réelle, simplement des emplois aidés par le fait que c'est des emplois dans le privé, dans le secteur privé notamment, favorisés par des aides particulières ciblées aux entreprises. Et dans certains programmes, notamment un programme de François Hollande, ce genre de projet existe pour l'ensemble français. Nous approuvons cela, mais nous disons, attention, il faut un volet particulier, mais très fort outre-mer, et notamment chez nous en Martinique, quand on a le chiffre que j'ai indiqué, 61 et quelques % de jeunes de 15 à 25 ans au chômage, on ne peut pas attendre que la croissance reprenne. Et il ne faut surtout pas appliquer un plan d'austérité comme les plans que l'on va continuer à appliquer en France hexagonale. Donc ça, c'est un premier point. Mais bien entendu, il faut que le relais soit pris par une croissance normale, ce qui veut dire qu'il faut développer les entreprises. Alors développer les entreprises,
C'est surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est les petites et moyennes entreprises. Et il faut une sorte d'action, là aussi, qui passe par une politique menée de concert entre l'État et les collectivités locales, s'inspirant de ce que les Américains ont fait. Vous savez qu'on a appelé le Small Business Act, hein, dans la fin des années 50, et ils ont mis en place la Small Business Administration, qui est un système d'aide aux petites et moyennes entreprises aux États-Unis. Ça a permis énormément d'emplois créés. Ça consiste en quoi? Ça consiste à soutenir les entreprises qui naissent, les petites et moyennes entreprises, et qui sont mises en place par des personnes qui n'ont pas de capitaux au départ. Donc c'est de l'aide au départ, hein, à des personnes qui n'ont pas les moyens de créer une entreprise, mais qui ont une idée. Nous avons ça, nous avons beaucoup de gens qui viennent nous voir avec des idées fantastiques, mais qui n'ont pas de capital dans nos pays. Et par conséquent, il faut pouvoir donner une aide au capital, pas simplement donner des petites aides à une entreprise qui est déjà montée, hein, et des aides souvent insuffisantes. Et là, dans ce système, il y a non seulement l'aide donnée en capital, mais aussi il y a un accompagnement en gestion, un accompagnement en ingénierie pendant un certain temps, avant de laisser, évidemment, l'entrepreneur se débrouiller tout seul à ce moment-là et prendre ses responsabilités. Il faut ce système-là. Et là aussi, j'entends d'ailleurs, même à droite, j'ai entendu des candidats parler de ce système qui est connu, mais je pense que pour nous, il faut le mettre en place de manière résolue et en partenariat avec les collectivités locales qui ne doivent pas simplement apporter des petites aides complémentaires à celles de l'État, mais entrer dans ce système d'accompagnement au départ, au capital des petites entreprises créées. C'est ça qui va créer de l'emploi. Il faut ensuite aider toutes les petites entreprises. Vous voyez par exemple le système que j'avais mis en place, le projet que j'ai réalisé en quelques mois, en à peine 4 mois, fin 2010, début 2011, qui a permis de lancer 225 chantiers en Martinique pour des petites et moyennes entreprises. Donc c'est cela qui aide des petites entreprises et qui maintient de l'emploi. C'est ces entreprises-là qui maintiennent et créent de l'emploi. Donc il faut aller dans ce sens-là. Et puis, bien entendu, il faut occuper des créneaux innovants. Et là, il faut utiliser tout ce que j'indiquais tout à l'heure, ces pôles d'excellence que nous avons installés ici. Quand j'ai évoqué ce que nous avons fait au Conseil général en matière d'études de suivi, de prévention des catastrophes naturelles. Voilà un domaine où du pôle d'excellence, il faut passer au pôle de compétitivité. Hein? Et là, nous pouvons jouer un rôle dans la zone et nous pouvons faire de la coopération, nous pouvons développer des secteurs économiques. Et moi, j'avais commencé à engager un partenariat avec des pôles de compétitivité de France, notamment le pôle PACA et le pôle Euro-Méditerranée. Et j'avais demandé au Premier ministre Fillon, d'ailleurs, qui avait paru favorable, de nous reconnaître comme pôle de compétitivité de ce domaine-là. Et puis rien n'a été fait jusqu'à présent. Voilà un exemple. J'ai parlé tout à l'heure de ce que nous faisons en génie génétique. Et il faut nous accompagner là-dedans. Je peux prendre un exemple en agriculture de diversification. Le Conseil général a acheté 75 hectares de terre, a mis à disposition d'horticulteurs martiniquais. Ça a permis de commencer à développer une filière horticole. Mais on a vu que ceux qui, grâce à nous, ont obtenu un label pôle d'excellence rurale, ils ont obtenu des aides de l'État, mais insuffisantes. Les banques locales n'ont pas aidé suffisamment, et cette filière, elle se met en place, mais très lentement, avec beaucoup de difficultés, malgré toute l'aide du Conseil général. La mise à disposition de terres, une aide financière, des technologies que nous avons, qu'on a mis à leur disposition, et tout ça n'est pas suffisant. Et là, on retrouve ce que je disais tout à l'heure. S'ils étaient aidés davantage, on aurait déjà une filière exportant des fleurs tropicales. Il y a une demande formidable sur le marché. J'ai pris cet exemple. Il y a d'autres créneaux que nous pouvons occuper. Mais chaque fois que vous avez un créneau porteur, vous avez ici des gens qui ont le niveau de formation, qui ont le savoir-faire, mais qui n'ont pas de capitaux. On tombe toujours sur ce problème. Donc, aide au démarrage des entreprises, accompagnement suffisant avant de permettre aux gens de travailler
et de prendre leurs responsabilités. Mais vous voyez, c'est toute cette politique qu'il faut penser globalement. Et puis, bien entendu, à côté de cela, il vous faut une politique au niveau de l'éducation, de la formation professionnelle, adaptée à nos besoins, ce qui veut dire que nous ne devons pas subir les coupes sombres dont nous sommes menacés à l'heure actuelle parce qu'on nous assimile à la situation hexagonale, où déjà vous entendez notamment certains candidats comme François Hollande ou d'autres qui vous disent que on ne peut pas réduire le nombre d'enseignants, on ne peut pas réduire tous les fonctionnaires qui jouent un rôle en matière d'accompagnement des jeunes. Pour nous, c'est encore plus vrai. Comme on dit, au lieu de supprimer des emplois, il faut plutôt en créer. Mais il n'y a pas que le problème du nombre d'enseignants, il y a les programmes, l'adaptation des programmes, la formation professionnelle. On retrouve aussi le problème de l'adaptation, de la prise en charge en formation professionnelle pour que cette formation professionnelle tienne compte des besoins réels et permette un débouché sur de l'emploi réel. Donc vous voyez, c'est tout un secteur. Bon, je pourrais vous parler aussi de la santé, qui est dans une situation désastreuse. Vous avez vu l'état de notre centre hospitalier universitaire qui cumule près de 300 millions de dettes et près de 300 millions de déficits, une situation hors norme et qui s'explique, pas par de la mauvaise gestion, mais par des situations particulières et des charges particulières qu'a ce centre hospitalier universitaire. Mais au lieu de le laisser se débattre dans des difficultés comme celles qui aujourd'hui mettent la santé en péril ici, mais nous avons un centre hospitalier universitaire qui est reconnu pour ses travaux en matière scientifique. Il fait des travaux qui sont reconnus, qui sont supérieurs à ce qu'on fait dans d'autres départements d'outre-mer. Par conséquent, nous avons là un vivier en savoir-faire, en transfert de technologie possible dans la zone. Et là aussi, vous voyez, c'est un levier de développement, et je pourrais continuer comme ça dans d'autres domaines. Mais enfin, vous voyez, j'ai voulu vous donner quelques éléments pour vous montrer que, loin d'être dans la résignation, nous avons énormément à proposer, mais nous ne proposons pas avec des effets d'annonce. Vous voyez que dans tout ce que je vous ai dit, j'ai pris le plus souvent appui sur ce que nous avons déjà réalisé, ce que nous étions en train de faire, les bases que nous avons jetées avec la majorité que nous avions, et c'est ce qui nous a permis, par exemple au Conseil général, de recevoir plus de 7 prix territoriaux, qui sont des prix qui récompensent les collectivités qui font preuve d'innovation dans différents domaines. Donc je pense que ceux qui entendent le discours que je tiens peuvent se dire qu'il ne s'agit pas d'un simple discours, comme les discours que l'on entend de la part d'autres qui se contentent de faire de la communication et des effets d'annonce. Êtes-vous en harmonie avec le développement du Fort-de-France d'aujourd'hui? Alors surtout pas, parce que vous savez, j'ai été pendant 18 ans 5e puis 3e adjoint au maire d'Aimé Césaire. Je me suis beaucoup intéressé, passionné pour cette ville. Je suis né à Fort-de-France, je suis un élu de Fort-de-France, et vraiment, je ne comprends pas qu'avec un maire urbaniste de surcroît, après déjà, lorsqu'il a été réélu après une première mandature qui était une mandature de 7 ans, même pas de 6 ans, qu'on ait vu que la plupart des grands chantiers qu'il avait annoncés, on ne les a pas vus aboutir. Les seuls éléments importants, structurants qu'on a vus, on les doit au Conseil général, je suis désolé de le dire. Ce que le maire de Fort-de-France appelle le malécon, cette appellation, peut-être pas la mieux choisie, mais enfin bon, il l'a nommé comme ça, mais c'est nous qui l'avons fait. Le malécon, c'est un viaduc, c'est pas un remblai, c'est un viaduc de plus de 8000 mètres carrés, avec des espèces de cages qui descendent à plus de 20 mètres, des cages métallisées à plus de 20 mètres dans le sol, avec des dispositifs qui permettent de résister au mouvement de sol, au glissement de terrain, au tremblement de terre. C'est un système qui peut résister à de fortes houles, etc. etc. C'est vraiment
un système qui protège la ville basse. Ce n'est pas simplement une sorte de boulevard qu'on a fait au bord de mer. Hein, bien sûr, la surface est utilisée comme un lieu de promenade, mais c'est un ouvrage d'art, c'est le plus grand ouvrage d'art de la Martinique. Eh bien, il a été réalisé 67% Crédit Conseil Général et 33% Europe. Hein, c'est ça le financement. Il n'y a pas eu un sou, on n'a pas demandé un sou à la ville. C'est une promesse que j'avais faite à Aimé Césaire, je l'ai réalisée. Ça a été fait en à peine 2 ans. C'est un ouvrage remarquable. La gare centrale, ça a été financé pareil par le Conseil Général et avec une participation européenne. Voilà des éléments qui ont transformé le centre-ville, le bord de mer. Bon, la première partie de la voie, la voie rapide en site propre, eh ben, c'est le Conseil Général également. Mais quand vous regardez la savane, il a fallu plus de 10 ans pour que un terrain qui n'est pas considérable soit remodelé. Et jusqu'à présent, la savane n'est pas vraiment achevée. Et pas mal d'éléments qu'on nous avait annoncés comme grand chantier n'ont pas été réalisés. Et la ville est dans un état sanitaire pitoyable. Cette ville, on veut faire du tourisme, et la ville est dans un état lamentable. Je sais qu'il y a des difficultés. Je sais que la ville a des difficultés. Je ne suis pas de ceux qui vont cracher dans la soupe. Hein, j'ai été membre d'une municipalité pendant de longues années. Je connais les difficultés qu'il y avait. Moi, j'ai beaucoup aidé du Conseil général. Hein, la ville, du temps où Césaire était encore là, et donc j'étais son adjoint, et j'ai continué, j'ai beaucoup aidé la ville sous la mandature Letchimy, même s'il ne le reconnaît pas comme il devrait le reconnaître. Et le nombre de terrains qu'on lui a cédé gratuitement, le nombre de travaux qu'on a effectués, le nombre l'importance des subventions accordées, etc. etc. Mais je suis désolé, je trouve que la ville est dans un état qui n'est pas acceptable, même en tenant compte des difficultés économiques, surtout qu'il y a eu beaucoup d'aides de l'État. Hein, et je trouve que le fait que maire, qui avait pris l'engagement de ne s'occuper que de la mairie, c'était ça l'accord que nous avions signé, lui et moi, en 2001. Nous avions signé un accord, je devais moi m'occuper du Conseil général et de l'action au Parlement, à l'époque, hein, pour le PPM, et lui s'engageait à ne s'occuper que de la mairie. C'est cet accord que nous avions signé, qu'il n'a pas respecté, au point qu'il a même quitté la mairie pour aller s'occuper de la région. Et aujourd'hui, donc, moi je suis désolé, et je pense qu'il faut qu'il y ait là aussi un rassemblement de bonne volonté pour constituer une liste de sauvetage de la ville de Fort-de-France en 2014. 2014, il y aura bien sûr ce que j'appelle la meilleure des batailles, à savoir la bataille pour l'Assemblée unique, parce que l'instrument va être l'instrument de développement de la Martinique et que ceux qui vont être à la tête vont évidemment tenir les rênes pour 6 ans, donc c'est très important. Et l'empreinte que l'on va donner dès le départ, le mode de gestion, l'ambiance démocratique ou pas démocratique, etc. Mais il y a aussi les municipales en 2014 et je pense que ce sera un enjeu important également car Fort-de-France ne peut pas continuer à être dans cette situation-là. On ne peut pas simplement venir faire quelques opérations privées comme celles auxquelles on assiste, hein, que des promoteurs privés viennent faire de la défisque, ou que l'on fasse des tours invraisemblables comme celle qui est à la Pointe-Simon, hein, qu'on aura bien du mal dont on aura bien du mal à vendre les appartements, etc. On ne peut pas continuer comme cela. Donc il faut effectivement un plan de sauvetage de Fort-de-France, y compris si on veut que les touristes trouvent un attrait quelconque lorsqu'ils passent ici à venir se promener dans la ville, dite capitale. Retour en arrière, vous étiez le grand favori pour être réélu au Conseil général en 2011. On a parlé de trahison. Que s'est-il réellement passé en coulisses? Alors il faut dire que grand favori, il faut quand même tenir compte des élections, des élections cantonales
qui ont quand même été des élections où certes, par exemple le RDM a perdu un canton, mais a gagné un canton, s'est retrouvé à égalité, mais où des alliés que nous avions ont perdu aussi des cantons. Donc c'est vrai que si on regarde ma majorité, j'avais au départ quand même moins d'avance pour une élection à la présidence que d'habitude. Ceci étant, j'aurais dû, très normalement, s'il n'y avait pas eu de trahison, j'aurais dû être élu. Mais il y a eu la trahison Bâtir, puisque le groupe Bâtir faisait partie de la majorité, et sauf M. Sinoza, qui lui, avec beaucoup de dignité, a refusé d'entrer dans ce jeu. Et vous aurez remarqué que j'ai proposé sa candidature au 3e tour, parce que je ne voulais pas prendre le risque d'être élu éventuellement au bénéfice de l'âge. Pourquoi? Parce qu'être élu au bénéfice de l'âge, lorsqu'on a pendant des années une forte majorité, c'est se retrouver tout d'un coup en difficulté. J'aurais eu certainement eu des difficultés à mener les 3 années avec la réputation de quelqu'un qui n'a plus de majorité. Donc j'ai estimé que tant qu'à faire être réuni au bénéfice de l'âge, éventuellement, c'était même pas sûr, 3e tour, il valait mieux proposer le plus âgé de ma majorité, M. Sinoza, qui était du groupe Bâtir. Et M. Sinoza a accepté, je l'ai présenté au 3e tour, et vous avez vu que les 2 autres membres de Bâtir, dont Mme Manet, n'ont pas voté pour lui, ont préféré jouer le jeu de ceux qui donc avaient été une magouille ficelée avec Serge Letchimy. Et c'est très clair. Donc M. Sinoza, avec beaucoup de dignité, est resté dans le groupe de l'ancienne majorité, et les 2 autres se sont retrouvés avec le néo-PPM et ses alliés de Ensemble pour une Martinique nouvelle. Il était difficile pour Josette Manet et Zobda de voter pour Sinoza, puisque c'est l'autre opposition, ils ont proposé Josette Manet comme présidente. Mais oui, mais attendez, Sinoza est membre de leur formation politique. Et je le propose comme candidat au 3e tour. Ce qui veut dire que tout le groupe de l'ancienne majorité est d'accord avec moi pour voter pour lui. Donc si le groupe Bâtir visait ses propres intérêts de parti, il votait pour lui, et ça ne les empêchait pas d'ailleurs même d'avoir une alliance avec le PPM. Donc le but c'était de m'éliminer en réalité. C'était ça le but. Bon, donc la première trahison, c'est une trahison du groupe Bâtir, et je veux signaler, ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire, c'est que Pierre Samo m'avait rencontré quelque temps auparavant. Nous avons eu une rencontre à Chanteclair, à la résidence Chanteclair, et au cours de cette rencontre, il m'avait juré les grands dieux que Bâtir allait voter pour moi. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'il m'a fait ce genre de coup, puisqu'en 2001, il m'avait déjà fait le coup en soutenant au dernier moment Désiré contre moi. Donc c'est la 2e fois au moins que j'ai eu ce genre de trahison. C'en est une trahison des engagements pris. Et puis vous avez eu plus grave, à l'intérieur même du RDM, un élu qui insidieusement était déjà pris en main par la même équipe, et qui par conséquent aussi n'a pas voté, et il s'est dévoilé au sénatorial ensuite. Donc chacun a pu voir qu'il y avait eu cette trahison supplémentaire. Donc si vous voulez, il y a eu non seulement une réduction de la majorité à cause des élections, de la perte de certains cantons, de nos alliés en particulier, du fait que nous n'en avions pas gagné d'autres, et puis il y a eu ces 2 types de trahison, trahison d'alliés et trahison à l'intérieur même du RDM. Et par conséquent, ça éclaire la suite des événements, mais la suite des événements aussi a permis de bien voir qu'il y avait un véritable complot ourdi pour faire en sorte que le Conseil général soit contrôlé par le même, c'est-à-dire celui qui aujourd'hui veut être le patron de la Martinique. C'est très clair. Vous dites dans le magazine L'Express que Serge Letchimy est autoritaire, voire violent. Pourriez-vous mieux développer? Écoutez, je pense que là, vraiment, on a résumé de manière un peu lapidaire mes propos. Je n'ai pas dit ça. Autoritaire, oui. Tous ceux qui le connaissent avaient été autoritaires. J'ai dit à la journaliste
que c'est un monsieur qui ne supporte pas la contradiction. Et à partir du moment où vous n'êtes pas d'accord avec lui, c'est que vous l'attaquez personnellement. C'est très clair. Hein, et on l'a vu, même au Parlement, il prend facilement les choses pour lui. Hein, et personne n'a oublié que quand M. Devedjian est passé ici, hein, nous étions 4 ou 5 à côté de Serge Letchimy, à Madiana, dans une grande réunion. Et Devedjian fait une plaisanterie sur les chauves, hein, que je sache, moi je le suis un peu. Il y en avait d'autres qui étaient encore plus chauves, etc. Et le seul qui a pris ça pour lui, c'est Serge Letchimy, qui en est arrivé à faire prendre une motion par son bureau municipal parce que le maire de la ville capitale était insulté. Donc, c'est invraisemblable. Donc, ça, c'est une de ses caractéristiques. C'est un monsieur qui n'admet pas la discussion. Dès que vous commencez à discuter, vous lui objectez quelque chose, il vous dit, bon, de le respecter, etc. Donc, c'est tout de suite... Et ces lieutenants sont formés comme ça. J'ai le souvenir au Conseil général du fait que l'un de ces hommes qui montent sans arrêt à l'attaque, c'est Chevaux Léger, hein, qui n'arrête pas de m'attaquer au Conseil général, M. Adjor, pour ne pas le nommer, un jour m'attaque sur le fait qu'il y a des problèmes de transport, des problèmes de circulation sur les routes départementales, et je lui dis, mais il y en a aussi sur le centre-ville de Fort-de-France, et il me répond, je ne vous permets pas d'attaquer personnellement le maire de Fort-de-France. Autrement dit, on peut m'attaquer, moi, il n'y a pas de problème, mais on ne peut même pas dire qu'il y a des embouteillages dans Fort-de-France, une attaque personnelle. Bon, donc ça, c'est une des caractéristiques du personnage. Alors, c'est vrai qu'il est capable d'opérations violentes. Mais attendez, tout le monde a vu, l'a entendu dire à M. Marissène lors d'une plénière régionale, hein, c'est pas en seul moment qu'il fait un riche méchant. Et deuxièmement, mon caprenez plus léolé, laolé. Je ne sais pas si c'est pas une tendance, hein, aux propos violents. Il aime bien les opérations en période électorale. J'en sais quelque chose, hein, les opérations musclées, de militants musclés qui viennent pour faire pression. J'ai quand même failli être éjecté d'un bureau de vote alors que j'étais candidat. Donc c'est un amateur sous des apparences tous les jours de quelqu'un de très ouvert qui n'arrête pas de dire je tends la main, etc. C'est quelqu'un qui a une conception de la politique qui est une conception assez hard. Hein. Cela étant, je n'ai pas dit il est violent d'une manière générale. Je dis en politique, il est capable de violence. Donc je suppose qu'on a un petit peu déformé mon propos. Mais ce que je dis, je peux le répéter. Oui, c'est un monsieur qui n'a pas un comportement de démocrate en politique. En quelques mots, qu'est-ce qui vous rapproche d'Alfred Marie-Jeanne? Ben écoutez, Alfred Marie-Jeanne et moi, bon, c'est clair que nous avons des tempéraments différents, c'est clair que nous avons des parcours politiques différents, c'est clair que lui, depuis longtemps, a toujours dit qu'il est indépendantiste, alors que moi, je me suis toujours rattaché au courant autonomiste d'Aimé Césaire, d'ailleurs, et de la conception d'Aimé Césaire, c'est-à-dire l'autonomie qui n'est pas une fin, mais un moyen. Hein, le but étant l'émancipation de l'homme martiniquais. Mais qu'est-ce qui a pu nous rapprocher, même si on a eu des divergences et même quelquefois des affrontements en politique? Eh bien, c'est que, premièrement, c'est un homme honnête. Et il reconnaît exactement la même qualité en ce qui me concerne. Nous nous reconnaissons mutuellement. C'est très important, surtout dans l'ambiance de corruption actuelle. Deuxièmement, c'est un homme, même si il a l'air, lui, de quelqu'un, quelquefois, de très tonique, hein, on l'a accusé peut-être quelquefois d'avoir des comportements de dictateur, etc. Mais en réalité, c'est un homme qui respecte les oppositions. C'est un démocrate. Bon, nous n'avons pas le même style de la manière de faire, mais c'est un homme qui respecte, je le dis bien, l'opposition. Il l'a montré au Conseil régional, il n'a jamais menacé qui que ce soit, il a toujours laissé l'opposition s'exprimer. Et moi, on sait que j'ai ouvert énormément, on m'a même reproché d'être trop tolérant vis-à-vis de l'opposition. Donc, ce qui nous rapproche, c'est surtout le fait que nous convergeons pour dire qu'il faut sauvegarder la démocratie à Martinique. Et puis, le fait que
il respecte le vote des Martiniquais. Ouais, il était indépendantiste. Il a accepté d'aller à minima sur le projet du 74 en janvier 2010. C'était le projet que nous soutenions aussi, nous les autonomistes du RDM. Eh bien, le peuple, hein, gavé de mensonges, d'éléments pour lui faire peur, a préféré ne pas aller vers ce qui permettait la prise en compte de l'intérêt propre de la Martinique. Tant pis. Bon, nous avons dit, il faut respecter le vote populaire. Et Marie-Jeanne et moi, nous disons, nous respectons. Ça ne nous empêche pas de continuer à faire de la pédagogie de la responsabilité, à continuer à expliquer aux gens qu'un jour, il faudra peut-être qu'on ait plus de responsabilités, qu'il est important d'essayer d'avoir plus de responsabilités. Mais nous respectons le choix qui a été fait. Alors qu'en face, le Tchimi propose la troisième voie, qui est ce que j'appelle une voie de contournement de la volonté populaire. Car s'il avait une troisième voie, il fallait la proposer au vote des Martiniquais en 2010. Vous voyez, les deux démarches sont différentes. Donc nous convergeons, démocratie, respect du vote des Martiniquais, et puis nous avons appris à travailler ensemble lorsque j'ai développé depuis 2005 l'agenda, ce qu'on a appelé l'agenda 21, c'est-à-dire un projet de développement durable qui a été construit au Conseil général de la Martinique. C'est un des éléments d'ailleurs intéressants aussi que j'aurais pu souligner tout à l'heure parmi les projets innovants. C'est toute une démarche de développement durable. J'ai invité la région, moi, à participer à ça, ce qu'elle a fait. Et dans le même temps, il avait, parce que la loi le prescrivait, à faire un schéma régional de développement. Il a fait un schéma régional de développement durable et il nous a invités, nous, au Conseil général, à participer à cela. Ce qui fait qu'il y a eu deux projets auxquels chacun a apporté sa contribution. Et ensuite, rappelez-vous, nous avons tenu une sorte de réunion en congrès pour tirer de ces deux projets des éléments de synthèse, ce qui veut dire que nous avons quand même un projet de base. Donc c'est encore un autre élément, et nous disons aujourd'hui que parmi nos éléments de convergence, nous convergeons sur cette idée que nous pouvons demain partir de cette base comme alternative au développement. Et puis, je dirais, pour finir, à ceux qui me disent, mais oui, lui il est indépendantiste, vous êtes autonomiste, comment vous pouvez aller ensemble? Je dis que nous avons suffisamment de points de convergence, je viens de les énumérer, pour nous engager sur une voie. Nous sommes sur une voie, nous cheminons ensemble. Et vous savez, quand on chemine, on construit le chemin en même temps qu'on chemine. On apprend d'ailleurs à mieux se connaître, on apprend à mieux travailler ensemble, et peu importe le bout du chemin. Le bout du chemin, on ne sait pas quel il sera. Chacun peut vouloir aller jusqu'à un point où l'autre peut-être ne veut pas aller. Chacun a peut-être son idée du bout du chemin. Mais le bout du chemin, il se construit aussi en cheminant. Je dis donc aujourd'hui, ce qui compte dans une Martinique qui connaît les problèmes qu'elle connaît, c'est que ceux qui ont un minimum de valeurs en commun, un minimum de respect de ce peuple martiniquais et d'envie de le tirer de la situation actuelle, eh bien qu'ils arrivent à se rassembler, à cheminer ensemble, à construire le chemin en cheminant, peut-être même qu'ils finiront par être d'accord sur le but final, l'essentiel étant cette dynamique qui a démarré et ce rassemblement véritable qu'il y a dans le cadre de cette dynamique.